De la pluie, des crashs, du drama, Netflix se frotte déjà les mains et pourtant ce n'est que le deuxième Grand Prix de la saison. Salut à tous, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Imola 2020, c'est parti. La première réaction, elle concerne Lando Norris. Oui, mesdames et messieurs, Norris le magnifique, si vous préférez, on va l'appeler comme ça. Rythme de qualification assez impressionnant. Malheureusement, petite bourde. Eh oui, malheureusement, on a mis les 4 roues en dehors de la piste, en dehors des limites de la piste. Et donc, forcément, eh bien, le temps ne compte pas. Mais il y avait du rythme parce qu'il pouvait aller chercher la 3e position à quelques centièmes de la pole position de Lewis Hamilton. Tout de même, le potentiel était bien là. Et forcément, ce cher Lando Norris, c'est un pilote britannique. Donc, la pluie, ça le connaît. Effectivement, regardez ça, grosse prise de risque face à Sainz et Gasly en début de course. Malgré un départ qui a été vraiment précautionneux, hein. Il a failli sortir les deux McLaren sur un énorme coup de patinage. Et il a eu un gros contact avec Lance Stroll avant le premier virage aussi. Bref, par la suite, la consigne d'équipe a été passée puisque Ricciardo s'est retrouvé devant lui. Il était plus rapide, il l'a dit à la radio et finalement, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné pour Norris qu'on a laissé passer et il s'est envolé. Ricciardo qui a encore un petit peu de mal avec la McLaren, mais on va lui faire confiance. Faut qu'il s'adapte encore une fois au pilotage de cette voiture comme il l'avait fait avec la Renault en 2019. Ça avait été un petit peu plus compliqué. Bref, la stratégie osée mais payante de mettre les softs après le drapeau rouge de la part du pilote anglais parce que oui, c'est Norris qui a dit les gars, j'ai envie de mettre les softs pour faire 30 tours. C'est énorme, 30 tours. Leclerc s'est fait surprendre par Verstappen qui était en perdition au moment de la relance et finalement c'est Norris qui le passe sur ce restart. Bref, le pari en fait de mettre les softs, il est osé mais il peut très bien fonctionner et il a très bien fonctionné. C'est qu'il n'y a qu'une seule trajectoire qui est sèche, donc eh bien faut aller vite forcément, mais on va faire le pari que les bas-côtés, les autres parties de la piste vont pas sécher, vont être humides toujours et donc on va avoir beaucoup de mal à se faire dépasser entre guillemets par les pilotes derrière. Donc finalement la stratégie c'était probablement la bonne. Maintenant il fallait faire tenir aussi les softs et alors là c'était une autre histoire. Bref, dans tous les cas, eh bien Norris conforme tout simplement la super bonne forme de McLaren depuis Bahreïn et la bataille qu'on risque d'avoir entre McLaren et Ferrari pour la 3e place. Des constructeurs, vraiment très cool hein, pour les rouges, belle perf de Charles Leclerc qui d'ailleurs n'entendait pas son ingénieur à la radio, hein, qui a sauté sur la 2e partie de course, tout comme sa voiture clairement, mais bon voilà, course super solide dans l'ensemble des Ferrari, surtout aussi de Sainz qui découvrait la McLaren, non, la Ferrari justement, sous la pluie puisque bon nombre de pilotes qui sont nouveaux dans leurs écuries n'ont jamais roulé avec leurs écuries sous la pluie. Oui. Donc bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je suis très confiant pour Portimao parce que là, c'est dans 2 semaines et ça va être vraiment très cool. Deuxième réaction, on va parler des deuxièmes pilotes. Des pilotes numéro 2 dans nos grandes équipes, nos top teams comme on dit. On va parler de Sergio Pérez en premier, qui a pris un mauvais départ. Pourtant, il s'est lancé de la 2e position. Il avait battu Max Verstappen en qualif, ce qui n'était pas arrivé depuis, je sais pas combien de temps, depuis au moins 1 an et demi, si c'est pas plus. Bref, donc ça partait bien pour Sergio Pérez, sauf qu'il a totalement loupé le départ. Verstappen a pris un meilleur départ, Hamilton aussi. Bref, il s'est retrouvé un petit peu derrière et malheureusement, il s'est sorti sous safety car. Et oui, il s'est sorti sous safety car. Il est allé faire un petit tour dans le gravier au virage numéro 9. Il s'est fait dépasser par 2 voitures, sauf que derrière, il a redépassé ces voitures-là. Non, ça on n'a pas le droit, c'est formellement interdit. Peu importe ce qui se passe, c'est formellement interdit de dépasser sous safety car. C'est pour des mesures de sécurité tout simplement. Donc même si vous sortez et que vous faites dépasser par 2 autres voitures, qui elles ont le droit puisque vous êtes en dehors de la piste, vous n'avez pas le droit de reprendre votre place malheureusement. Il s'est pris 10 secondes de pénalité pour ça. Faut pas confondre aussi avec le fait que Charles Leclerc ait fait la même chose pendant le tour de formation, et si vous avez suivi un petit peu les Fast Explore, vous savez que je vous l'ai expliqué, puisque dans un tour de formation, on a le droit de regagner sa place si on le fait de manière assez sécuritaire, puisque là, il y a quand même l'enjeu de prendre un départ et de se placer correctement sur une grille de départ, sinon après, c'est un peu la catastrophe. Bref, stop and go de 10 secondes, ce qui est, je crois, peut-être la pénalité la plus dure qu'on puisse avoir en Formule 1. Changement de volant aussi au stand, voilà, parce qu'il avait des problèmes de direction, il y avait du jeu ou je sais pas quoi, il y avait un vrai problème sur la voiture de Sergio Pérez malheureusement. Bon, malgré ce changement-là, tête à queue, tête à queue dans le complexe, dans le virage Villeneuve. Tout simplement, il a mis les roues légèrement à l'extérieur pour essayer de gonfler un peu le virage, pour essayer de prendre une meilleure trajectoire.
Il a mis les roues sur la partie humide, perte d'adhérence totale sur le train arrière. Ça glisse, c'est parti, merci, au revoir. C'est vraiment dommage pour Sergio Pérez parce qu'il fallait tout reprendre à zéro, clairement. Et il s'est repris à 2 fois pour essayer de dépasser cet homme, Sébastien Vettel. Ça a été vraiment très très compliqué pour Sergio Pérez. Vraiment dommage après la belle qualif. Il y a quelque chose, il y a du rythme, etc. Mais c'est pas encore tout à fait ça pour Pérez. Il doit adapter son propre pilotage finalement à la voiture. Il doit essayer d'aller voir comment fait Verstappen. C'est ce qu'il fait. Il a dit je regarde comment Verstappen fait pour justement essayer de m'approprier la manière dont on peut piloter cette Red Bull. Ça va lui prendre du temps, mais chez Red Bull, là, le temps, c'est pas vraiment quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui vaut très cher en tout cas. Mais on sait qu'il a ce qu'il faut pour faire de bons résultats. Il a encore la confiance. Il y a beaucoup de travail à effectuer, encore une fois, mais voilà. Va falloir regarder comment fait Verstappen. Mais il y a beaucoup de travail à faire chez Pérez. On peut lui faire confiance quoi qu'il arrive. Bon. Parlons un petit peu de Valtteri Bottas. Oui, je suis désolé. La vraie question, c'est comment on se retrouve à être du top 3 en essai libre à P8 en qualif. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et en plus, les conditions n'ont pas spécialement changé entre les essais libres et la qualif. Donc, voilà, ça, c'est une première chose. Derrière, il a navigué comme il pouvait. Finalement, Valtteri Bottas, il partait P8 en qualif. Comment il a fait? Je ne comprends pas. Il a eu vraiment beaucoup de mal, Valtteri Bottas. Il n'a pas réussi à doubler Stroll. Il est resté derrière. Il n'arrivait pas à dépasser sous la pluie. Pourtant, quand on voit Norris ou d'autres d'ailleurs, ils arrivent à dépasser justement. Donc, c'est quand même compliqué de se dire que Bottas n'arrive pas à dépasser alors qu'il a l'une des meilleures voitures de la grille. Là, il y a quand même un petit truc. On peut donc pas mal commencer à se poser de sérieuses questions comme ce cher Toto Wolff. Enfin bon, bref, vraiment là, cette course, honnêtement, elle est scandaleuse. Non, elle est scandaleuse. C'est une course de merde, littéralement. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. Mais ne pas être... En fait, je m'attends pas à ce qu'il revienne P2 ou qu'il fasse une remontada d'enfer, etc. Mais je m'attends au moins à ce qu'il remonte P5, P4 pour essayer de sauver les meubles. Mais là, il est même pas foutu de dépasser Stroll. Donc là, il y a un vrai problème. Il faut commencer à se poser des questions. Bon, après, ça fait 5 ans qu'on se pose des questions sur Valtteri Bottas dans la Mercedes, donc bon, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi vous dire, et oui, vous inquiétez pas, on va revenir sur le crash avec Valtteri, mais avant, on va parler d'autre chose. Troisième réaction, très belle victoire de Max Verstappen, très agressif sur Lewis Hamilton dès le départ, et oui, Hamilton a eu cette habitude finalement d'emmener toujours ses adversaires un petit peu à l'extérieur, de toucher roue contre roue. Il faisait ça du temps de Rosberg notamment. Et là pour le coup, c'est Verstappen qui l'a fait à sa place. Il n'y a pas faute, ça joue. Voilà, c'est de bonne guerre comme on dit. Ça fonctionne très bien entre les deux. Deux grands champions qui ont fait le travail. Ça a été agressif juste comme ce qu'il fallait. Hamilton qui revenait sur Verstappen quand on a chaussé les pneus secs. Ça y est, la piste était en train de sécher. Hamilton qui revenait de plus en plus vite sur Verstappen, mais il a été un chouïa trop impatient. Lewis Hamilton il a voulu dépasser George Russell qui était sur le point de se faire prendre un tour justement à la Tosa. Et malheureusement, Hamilton s'est mis à l'intérieur sur la partie humide. Les slicks sur l'humide, ça part tout de suite en cacahuète. Donc du coup, sortie de piste pour Lewis Hamilton qui se retrouve dans le gravier, qui va essayer de mettre un petit coup de gaz justement pour essayer de faire pivoter sa voiture. Finalement, il tape légèrement le mur et casse son aileron. Il a pris le temps finalement de faire correctement les choses et de prendre la marche arrière, de reculer, etc. Alors, pour ceux qui douteraient de la légalité de faire ça, en fait, il n'y a pas de contre-indication comme quoi on n'a pas le droit de rouler en marche arrière sur le circuit, en tout cas sur les bas-côtés. Pour le coup, il l'a fait de manière safe, en tout cas ça a été jugé safe. Effectivement, puisqu'il reculait tranquillement, il était hors trajectoire quand il revenait sur la piste, il allait doucement, il y avait un drapeau jaune qui était agité, donc les voitures qui arrivaient savaient qu'il fallait ralentir et qu'il y avait un potentiel danger sur la piste. Son ingénieur de piste disait aussi à la radio qui était en train d'arriver derrière et de faire attention et tout. Bref, ça a été fait, on va dire un petit peu, pas dans les règles de l'art, mais correctement et plutôt en sécurité. De toute façon, quoi qu'il arrive, en Formule 1 ou dans le sport auto, c'est du cas par cas pour ce genre d'incident. Bon, derrière, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin pour la remontada et tous les dépassements de Monsieur Lewis Hamilton sur cette deuxième partie de course qui a été vraiment absolument incroyable? Bon, forcément, bien aidé, parce qu'il y a deux autres pilotes Mercedes qui sont mis dedans, du coup drapeau rouge, bim bim, ce qui a fait qu'il a pu repartir et tout.
Mais voilà, festival de dépassement, le DRS il est surcheaté, hein, ça donne un bon gros 30 km/h de différence avec l'aspiration sur la voiture. Donc voilà, pour dépasser Norris, bah, il y est allé un peu plus tranquillement, on va dire, pour la deuxième place. Il a pris son temps, il a vraiment fait les choses correctement sur toutes ses manœuvres. Bref, ça, vraiment, il a été patient sur toutes ses attaques parce qu'il savait qu'il pouvait aller chercher tous ses pilotes. Aussi facilité finalement par les conditions de piste, hein, on va pas se le cacher, à la fin ça a quand même bien séché, donc on pouvait plus facilement se dépasser. Mais le talent les amis, le talent mes amis, et oui ça a bien fonctionné pour Lewis Hamilton et ça c'est sûr et certain. La remontada il nous habituait à tout, comme quoi bah oui ça fonctionne. Quatrième réaction, et oui on va parler des rookies qui découvrent la F1 sous la pluie. Alors là c'est pas du tout la même chose. Alors oui, on s'est foutu de la gueule de monsieur Nikita Mazepin, puisque Mazepin tout au long du week-end il nous a fait des têtes à queue dans tous les sens. Mais alors dimanche il en a sorti absolument aucun, zéro. Bon, même si il s'est retrouvé dans un accrochage avec Nicolas Latifi qui lui venait de faire un tête à queue, où bah, finalement ça s'est refermé sur lui, contact, bim, il a envoyé Latifi dans le mur, assez unfortunate comme on dit dans le jargon en anglais. Là ça a été un peu compliqué pour Mazepin, mais c'est pas sa faute, voilà, Latifi a pas fait attention, a pas regardé qui il avait derrière lui, il a refermé le gap, boum, le mur, merci, au revoir. En revanche, ça a été un peu plus embarrassant pour monsieur Mick Schumacher. Mick Schumacher qui chauffait ses pneus pluie justement, et bien sur la ligne droite de départ-arrivée avant de perdre le contrôle et de fracasser sa voiture dans le mur. Il a perdu l'aileron avant. C'est un peu embarrassant ce genre de choses. C'est arrivé à Felipe Nasser, c'est arrivé à Romain Grosjean, c'est arrivé à plein d'autres pilotes. Mais c'est vrai que là, on sent que la voiture, tu le vois faire des mouvements, tu fais oulala, aïe aïe aïe, et boum le mur. Bref, ça a été un peu compliqué pour lui. Mais dans tous les cas, eh bien, on a vu tout au long du week-end que la Haas, bah, c'est une énorme poubelle. On va pas se le cacher, c'est une énorme... Je vais pas dire le mot, mais voilà, en fait, l'arrière peut partir à tout moment, sans prévenir. On les a vus, dès qu'ils inscrivaient la voiture, l'arrière pouvait décrocher. Il y a un manque d'appui aéro sur cette voiture qui est phénoménal. Bref, c'est vraiment très compliqué. Schumacher est un peu mieux que Mazepin pour le moment, mais les deux galèrent tout autant l'un que l'autre. Les deux ont fini la course, ce qui est déjà un exploit en soi. Bref, parlons de Tsunoda. Et oui, monsieur Tsunoda nous a montré que son pilotage allait presque trop vite pour sa voiture. Mais bon, sous la pluie, faut être un peu plus précautionneux, faut y aller un petit peu plus tranquillement. Il a aussi été très sanguin à la radio et très dur avec lui-même aussi en fin de course. Justement, c'est un pilote qui apprend aussi de ses erreurs. Toujours un petit peu dans cette culture japonaise, on va dire. Mais effectivement, c'est dommage, hein, chez AlphaTauri. Il y a un giga potentiel, mais ils n'arrivent pas à transformer ce potentiel en points. Et ça, franchement, que ce soit lui ou que ce soit Gasly, c'est assez incroyable parce qu'on se dit, mais les gars, vous êtes censés vous battre avec les McLaren, non, peut-être pas, allez, au moins les Ferrari, peut-être les McLaren, parce que Ricciardo est un peu en PLS, le petit Sainz, c'est un peu compliqué et tout. Normalement, les AlphaTauri, elles sont devant, elles auraient dû raccrocher un max de points, mais Bahreïn, ça a été compliqué, là, ça a été compliqué, Tsunoda qui part en tête à queue et tout. Ah, c'est dommage, mais ce qui est sûr, c'est que pour les rookies, en tout cas, avec un week-end comme ça, une course comme ça où il y a eu énormément d'événements, et bah alors là, la courbe d'apprentissage, boum, là c'est parti, là ils ont appris autant de choses en une seule course que pendant au moins 2 ou 3 week-ends de course, donc ça c'est top. Cinquième réaction, vous êtes nombreux à m'avoir dit que c'était la faute de Valtteri Bottas et non de George Russell, du coup, on va reprendre tranquillement les éléments un par un pour comprendre ce qui s'est passé parce que ce crash, ça a été très vite. On commence par le commencement. Regardez, Russell et Bottas viennent tout juste de passer des pneus slick medium sur une piste qui commençait tout juste à sécher. Et oui, là, c'est le premier qui passe les pneus slick qui peut eh bien gagner énormément d'avantages par rapport aux autres. Du moins, en fait, la trajectoire, ça séchait. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, les parties extérieures et intérieures de la piste, elles étaient humides, voire trempées. Et on l'a vu au tour juste avant que Lewis Hamilton, eh ben, il a mis les 4 roues en dehors de la trajectoire pour justement dépasser George Russell un petit peu de manière impatiente. Et ben, il a fini dans les graviers, donc c'était un peu compliqué. Faut aussi remettre en contexte finalement les enjeux des deux pilotes parce que l'un et l'autre ne jouent pas les mêmes choses. Russell, il joue 2 points pour Williams et c'est énorme, c'est comme jouer une victoire finalement pour eux, alors que Bottas, lui, il joue une P9 de l'espace où lui, il est comme ça sous l'eau, enfin l'horreur totale. Donc, si tu veux, voilà, la manière de voir la course, de défendre et d'attaquer sont pas forcément les mêmes. Russell, regardez, Russell sort mieux de Rivazza les 2 derniers virages.
Il revient sur Bottas, mais comme une fusée, avec le DRS, différentiel de vitesse monumental avec aussi l'aspiration. On parle d'environ 30 km/h de différence. Bottas défend sa position à gauche et oblige Russell à aller à droite. Sauf que cette manœuvre se fait dans un léger virage à gauche que vous voyez là, et qu'il n'y a qu'une seule trajectoire sèche. Et c'est humide à l'extérieur, mais c'est aussi humide à l'intérieur. Et Bottas, en fait, à juste titre, il veut défendre déjà son beefsteak, on va dire, et donc il est dans son plus grand droit de rester au maximum sur la trajectoire et surtout sur la partie sèche, on va dire, de la chose. Donc Russell se décale, se retrouve sur une partie un peu humide et surtout se rend compte qu'il est dans cette partie un peu courbée parce que jusqu'à présent, en fait, il suivait en ligne droite et d'un coup, ça commence à tourner un petit peu à gauche. Donc Bottas l'oblige à aller à droite, mais laisse effectivement juste la place qu'il faut, vous le voyez sur cette image, juste la place qu'il faut pour une voiture. Et vous le voyez, il y a une mini flaque sur le pneu avant droit, le patinage des roues arrière instantané, à 300 km/h tout de même, la voiture part, et c'est le drame. Alors, non, ce n'est pas la faute de Valtteri Bottas. Oui, c'est plutôt l'erreur de George Russell, mais ça reste tout de même quand même un incident de course, grosso modo, compte tenu des conditions de piste. On va dire que George Russell a été plutôt optimiste dans sa manœuvre. Le problème, en fait, c'est qu'il arrive presque trop vite sur la Mercedes et qu'il commence sa manœuvre de dépassement presque un petit peu trop tôt, parce que là, on est encore au moins à peu près 300 mètres avant le virage et on n'est pas du tout encore dans la zone de freinage. Donc, finalement, ça arrive peut-être un peu trop tôt par rapport à ce que ça aurait dû être pour qu'il puisse faire une manœuvre de dépassement parfaite, on va dire. Là, c'était un peu trop tôt. Parfois, c'est un peu trop tard. Là, c'est un peu trop tôt. Bref, on parle vraiment de quelques centimètres à 300 km/h, les gars. 300 km/h, quelques centièmes de seconde. On fait du 83 mètres par seconde, vous vous rendez compte? Usain Bolt, il fait autant en 10 secondes, on va dire, grosso modo. Bon, bref. En tout cas, Russell s'énerve derrière. Je comprends parce qu'en fait, le truc, c'est que dans la disposition de ce circuit, on a l'impression, en caméra embarquée, que Bottas lui ferme la porte. Sauf qu'en fait, c'est juste un virage à gauche et qu'il suit sa trajectoire, il suit la trajectoire normale et que Russell, finalement, quand il se décale et qu'il revient et qu'il se rend compte qu'on est en train de tourner à gauche, du coup, on a l'impression que effectivement, Bottas lui a fermé la porte. Mais voilà, le moindre écart dans ces conditions, ça coûte très très cher. Et c'est presque finalement, du côté de Bottas, il n'a pas pris une petite marge de sécurité pour George Russell. Ce qui fait qu'au final, cette petite marge de sécurité où il se dit « Allez, je vais lui laisser un petit peu plus de place pour pas trop l'effrayer », ça fait qu'il y a deux voitures qui se retrouvent au tas et ça peut faire mal, on va dire. Sans vouloir la bagarre et en sachant que tout le monde va bien évidemment, je vais pas vous cacher que j'ai une petite appréciation de voir deux pilotes s'énerver après un gros crash. Alors ça fait aussi partie du charme et du spectacle de la F1. Petit doigt, petite claque, Netflix se frotte les mains pour la saison 4 de Drive to Survive, bref, on adore évidemment. Enfin bref, Russell, il a trouvé le secret en fait pour battre Mercedes. Il suffit de s'appeler George Russell, de conduire une Williams. Il en a sorti 2 en l'espace de moins d'un tour, indirectement on va dire, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts pour les Mercedes, ça c'est sûr et certain. Le bonus, évidemment, je vais vous parler de la magnifique course de Pierre Gasly qui s'est retrouvé dans la sauce dès le début. Pierre Gasly qui a réussi à faire une belle remontada puisqu'il s'est retrouvé très très en bas du classement pour finalement prendre la 7e position. Et oui, on l'a laissé 14 tours en pneus full wet justement en début de course. Finalement, il a quand même réussi à sortir de là, mais c'est vous dire le potentiel des AlphaTauri si on arrive à mettre tout bout à bout, que ce soit et pour Pierre Gasly et pour Yuki Tsunoda. Honnêtement, il y a de quoi aller effectivement se battre avec les Ferrari, peut-être avec les McLaren, mais il y a un gros manque de points à gagner. Et là, faut tabasser, mais je voulais souligner quand même la belle perf de Pierre Gasly parce que quand même, belle remontada, donc ça c'est très important. Deuxième bonus, je vais vous parler des Français. Et oui, en Formule Régionale by Alpine, on a eu Adrien David qui est monté sur le podium de la première course, 3e, et Isaac Hadjar qui, lui, est un rookie dans cette catégorie et qui, lui aussi, je crois, est monté sur le podium en tant que rookie, justement. Donc c'est important de souligner la belle performance de nos Français qui roulaient sur le même circuit que la F1 à Imola. Ça devrait être le même cas, je crois, pour Portimao, il me semble, ou en tout cas pour 3 autres Grands Prix cette année. Donc ça, c'est plutôt cool. On aura l'occasion de les voir et vous pouvez regarder les courses sur YouTube notamment. Donc ça, c'est plutôt stylé. Ensuite, le dernier bonus, Romain Grosjean, mesdames et messieurs. Et oui, Romain Grosjean en IndyCar qui fut disputé sa première course d'IndyCar à Barber. Le top 10 pour le pilote français et surtout le carton du premier tour. Il y a eu un énorme carton, 6 ou 7 bagnoles impliquées. Grosjean est passé juste avant, donc pas de souci pour lui. Mais il y a eu un joli carton à Barber.
Donc voilà, une belle course d'IndyCar, on attend la suite avec impatience évidemment. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, merci de l'avoir suivi, j'attends avec impatience vos réactions dans les commentaires, on se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Portugal à Portimao, portez-vous bien, ciao ciao.